Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi 4 septembre 2025. Au moins 7 bandits tués dans une opération policière à Liancourt dans l'Artibonite. Une source proche de l'institution fait état de plusieurs policiers blessés légèrement au cours de l'intervention. Des dispositions ont été prises également pour renforcer la sécurité dans la commune de Gros-Morne après de récents assauts armés. Parallèlement à Pétionville, des vaudouisants ont marché pour la paix et la vie en Haïti. Le royaume vaudou d'Haïti appelle à la fin de la violence et à l'unité nationale autour du respect des droits fondamentaux. Également en titre, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont atteint un pic alarmant ces dernières semaines avec le déploiement massif de navires de guerre américains dans les Caraïbes, justifié par Washington comme une opération contre le narcotrafic impliquant le régime de Nicolás Maduro, accusé de diriger le cartel des Soleils. Le diplomate américain Pierre-Antoine Louis interviendra dans ce journal pour en parler. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Dans l'Artibonite, la police nationale poursuit ses efforts face aux attaques répétées des groupes armés. Kokorat Saras et Grand Griffe de Savian. Au moins 7 bandits ont été tués ce jeudi lors d'une opération menée à Liancourt, selon les premières informations disponibles. Une source proche de l'institution policière fait état de plusieurs policiers blessés légèrement au cours de l'intervention. Il s'agit de la première opération d'envergure depuis la prise de fonction du commissaire Jacques Adair à la tête de la direction départementale de la PNH dans l'Artibonite. Dans le même temps, des changements ont été opérés dans la commune de Gros-Morne, récemment visée par des assauts de bandes armées. Ces mesures visent à rétablir le calme et à renforcer la sécurité de la population avec une présence policière renforcée dans la zone. Autre dossier à l'appel du royaume vaudou d'Haïti, des dizaines de vaudouisants se sont mobilisés à Pétionville ce jeudi pour exprimer les préoccupations du secteur par rapport à la situation globale du pays, intitulée « Marche de la paix pour la vie en Haïti ». Cette initiative visait à appeler à la fin de la violence dans les quartiers, tout en exhortant les acteurs à s'unir pour faire renaître une Haïti fondée sur des principes de respect des droits fondamentaux. D'autres activités poursuivant cet objectif pourront avoir lieu jusqu'à sensibiliser les acteurs sur la nécessité de changer la dynamique de fonctionnement du pays, souligne le roi du vaudou haïtien Augustin Saint-Cloud. Compte rendu, Haïti Fortuné et Guitry choisi. Cette marche, prévue ce jeudi, s'est finalement transformée en un simple rassemblement à proximité de l'église Saint-Pierre de Pétionville. Des dizaines de vaudouisants, rejoints par quelques citoyens, pas nécessairement des fidèles de cette religion, ont voulu tout de même s'adresser à l'ensemble des parties prenantes de la crise haïtienne. Une initiative qui visait à dénoncer l'impasse dans laquelle le pays s'est enfoncé. Tout vaudouisant à Pétionville, tout est là pour là. Tout à plat. Ça veut dire, nous-mêmes, nous décidons de nous prendre rien, mais si il y a un empêchement, loi pas l'émission pour le faire, pour le faire déjà. Je dis à Haïti, c'est la paix pour rien. La paix, l'amour, être ensemble pour la vie, pour journée, c'est sa loi, dis-nous pour nous dire. La paix pour pouvoir vivre en Haïti était le slogan de cette foule emmenée par le roi du vaudou, Augustin Saint-Cloud. Face à l'effondrement continu du pays, que des dispositions soient prises est une revendication qui revient dans toutes les bouches, au-delà des divergences de classe ou de religion. Ainsi, le fer de lance du royaume vaudou d'Haïti appelle-t-il à une prise de conscience pour rétablir un climat de paix en Haïti. Nous devons faire dans mi-temps point là. Nous devons faire un point et puis nous centrer là et puis nous dire ça nous faire ça parce que c'est vaudou. Nous ne sommes pas obligés de marcher. Nous ne sommes pas obligés de triompher dans tout le pays comme si vous nous un message. Eh bien, message ça, message de paix, message de la paix pour la vie bourgeonnée. Message de la paix pour la vie bourgeonnée en Haïti, dans le respect une pour l'autre, les gants hauts, les gants bas, milat, politiciens, présidents, cabinet ministre, tout le monde est dans le bas. Jeunes garçons, jeunes femmes.
pour que nous gardions ensemble qui ça nous a fait pour nous sauver Haïti. Les participants voient dans cette initiative le point de départ d'un sursaut national contre la crise qui secoue le pays et appellent d'autres groupes organisés à leur emboîter le pas. Nous venons là, c'est pour la paix. La paix, côté Youn qui a marché, côté Youn qui a croisé. Si pas la paix, nous ne pouvons pas faire rien. Tout Haïtien nous demande la paix pour nous vivre libres. Il faut que nous vivions libres. Sans cette travail pour nous vivre libres. La question sécuritaire continue d'être la plus grande préoccupation des citoyens dans un contexte où les réponses des autorités se font encore attendre. Alors que les acteurs internationaux s'affairent à transformer la force multinationale présente en Haïti, nombreux sont ceux qui restent convaincus que les forces nationales peuvent résoudre le problème s'ils ont les moyens adéquats. Autre dossier, l'Organisation du peuple en lutte plaide pour un consensus national rassemblant toutes les forces vives du pays, ainsi que pour l'élection de président et d'un premier ministre. Des membres de la structure dénoncent les actes de violence dont sont victimes les citoyens haïtiens. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités afin de permettre aux familles déplacées de regagner leur foyer, a déclaré l'ancien député Jean-Robert Bossé, qui rejette catégoriquement l'appel au retour lancé par des groupes armés. Le PL estime par ailleurs que le conseiller président Edgar Leblanc-Fils n'incarne plus au sein du parti l'image qu'il avait par le passé. Reportage de Rodolphe Fierluy. Après avoir passé 7 ans à la tête de l'Organisation du peuple en lutte pour arriver au sein du conseil présidentiel, Edgar Leblanc-Fils n'a plus la même image d'autrefois, explique le député Jean-Robert Bossé. Là où est le côté, donc réaction normale là, ou bien rapide là, c'est qu'on associe avec parti. Et c'est pour ça que l'effort que nous gagnons pour nous faire, c'est un effort, extraordinaire, qui demandait en pile contribution et courage également, engagement, pour que nous sortions pays dans logique OPL dans logique ça, pour que perception ça a gagné que c'est ou bien raison pour capable voir comme ça, parce que c'est cette l'année où nous dirigeons le parti, donc là où est le côté où est parti à symboliser le parti. Et c'est ça justement notre travail là depuis environ une année pour que nous rétablissions la personnalité de parti pour nous soustraire de l'empreinte, de l'emprise de Edgar Leblanc pour être capable d'accompagner la bataille peuple. L'organisation pour lui de souligner les dérives recensées dans le pays. Les autorités étatiques doivent prendre des dispositions pour renverser la situation à leur profit en vue de permettre aux victimes de rentrer chez eux. Mais ce n'est pas PNH, ce n'est pas le gouvernement. PNH a un job bal en tant que moun qui assurer la sécurité. Parce que c'est eux qui ont des difficultés, les moun retourner dans le quartier encore. Et ils ont une sensation que bagay yo calme, ils ont retourner dans la zone et les bandits ont occupé des espaces. Dans mi-temps moun yo, qui ont servi avec eux comme un bouclier humain pour être capable d'attaquer la police. Donc c'est de bon droit que la police lui-même pour défendre tête, il dit pas tourner. Mais le pouvoir politique en soi, c'est sa responsabilité d'assurer la sécurité de toute population pour dire attention, pas retourner en attendant que l'État pour qu'on dise nous une garantie minimale pour nous retourner. L'Organisation du peuple en lutte ne cache pas sa position par rapport à la situation qui se déroule. Une proposition de sortie de crise a été faite, notamment un président et un premier ministre élus, un consensus large avec toutes les forces vives du pays. Comme annoncé en titre, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont atteint un pic alarmant ces dernières semaines, avec le déploiement massif de navires de guerre américains dans les Caraïbes, justifié par Washington comme une opération contre le narcotrafic impliquant le régime de Nicolás Maduro, accusé de diriger le cartel des Soleils. Donald Trump a doublé la prime pour l'arrestation du président vénézuélien à 50 millions de dollars, qualifiant son gouvernement de narco-terroriste, tandis que Nicolás Maduro a mobilisé 4,5 millions de miliciens et promis une riposte armée en cas d'agression, dénonçant une menace impérialiste comparable à la crise des missiles de Cuba. Cette escalade, qui inclut des avions espions et un sous-marin nucléaire américain, risque de déstabiliser toute la région des Caraïbes
Malgré les appels à la désescalade de l'ONU et de la CELAC, l'expert en relations internationales et diplomate américain Pierre-Antoine Louis va nous aider à comprendre les enjeux de ces manœuvres. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, merci pour disponibilité. Bonsoir, Dr Barthelemy, c'est toujours un plaisir pour m'avoir comme d'habitude. Alors, nous ensemble pour nous commenter en question d'actualité, qui portait réel déploiement justement de navires américains dans le large Venezuela? Bon, et stratégie ça, il y a plusieurs aspects là-dedans. Une, c'est tenter d'intimider le président Maduro. OK? Les États-Unis ont pratiqué le gunboat, G-U-N, boat B-O-A-T, gun, right? C'est gros amio. Boat, pour mon capoter, c'est navire là. Donc, ils ont venu avec des navires impressionnants pour intimider. Le gunboat diplomatie. La diplomatie des navires armés. Et puis, ils ont espéré que ça pourrait informer, conduite, moun yo vle intimider. Donc, il a essayé d'intimider le président Maduro. Deuxième bagaille, c'est que le territoire maritime d'un pays est 12 000 nautiques du littoral. OK? De côté, territoire fini en l'entrée dans la mer. Vous comptez 12 000 nautiques. Au-delà de ça, c'est un territoire international. Ce sont des eaux internationales. Donc, n'importe pays, Haïti, Kaladen, n'importe pays, Kaladen, elle fait pêche, mettez navire, puis intimider le pays. Donc, jusque-là, pas de problème. Côté, son menace directe au Venezuela, c'est si les États-Unis transgressaient 12 000 nautiques ça. Qui jusqu'à présent, beaucoup transgressé. Américain dit, le gouvernement des États-Unis d'Amérique dit que récemment, il y a quelques jours, ils ont tiré sous un petit navire, une petite embarcation que ont dit qu'il y a drogue là-dedans. Je n'ai pas d'informations d'après tout ça me lit sous qui côté navire là, même suspect, ils ont tenté que quitter les eaux territoriales du Venezuela parce que les États-Unis sont pas en guerre contre le Venezuela. Bien que l'administration Trump, le régime de Donald Trump, pas apprécier le régime de Nicolas Maduro qui actuellement détient le pouvoir politique, exerce le pouvoir exécutif au Venezuela. Donc, un facteur d'intimidation, un facteur psychologique. Right? Maduro comprend que, attention, vous comprenez, une étape suivre, peut-être nous avons prendre, peut-être nous avons pas prendre. Alors, nous connaissons que Washington a accusé Nicolas Maduro, président vénézuélien, de narcoterrorisme. Est-ce qu'il y a de preuves tangibles qui gens nous capables d'interpréter justement l'accusation? Bon, et moi-même avoir qu'à parler là, pas qu'à connaître qui ça les États-Unis gagnent, sauf de dire que les États-Unis prétendent qu'ils ont gagné des éléments à charge que le président Nicolas Maduro fait partie d'un cartel de drogue. Et le cartel des soleils. Le cartel du soleil, effectivement. Et puis, il y a l'autre cartel Nicaragua que le train d'Aragua, right? Le train d'Aragua. Bon, je dis, il a fait la surenchère, il prétend que Nicolas Maduro contrôle. Et personne n'a pas d'information sur ça. Autre que les États-Unis d'Amérique. Donc, un jeu psychologique qui a joué, gagner un positionnement des États-Unis par rapport à ce que le considère comme ses intérêts géostratégiques et géopolitiques dans la zone. Donc, le président Maduro inculpé dans un tribunal de New York, si je ne me trompe, de première instance. Sous président Biden, il y a un dégel de situation parce que il y a un effet d'inflation après le Covid. Et les États-Unis voulaient que le prix du pétrole diminue. Il y a des sanctions qui ont été levées contre Maduro pour permettre même des compagnies américaines à investir dans le secteur pétrolier du Venezuela. Maintenant, Marco Rubio, secrétaire d'État, cubain, anticommuniste, antisocialiste, est influent dans l'administration Trump. Il est à la fois secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères et
conseiller en sécurité nationale du président Trump. Première fois que ça fait depuis Henry Kissinger, sous Nixon. Donc, c'est dans le contexte ça, bagarre a joué. Donc, les États-Unis, effectivement, ont une velléité de changer de régime au Venezuela. Est-ce que ce sont les premiers effets, les premiers actes de cette velléité des États-Unis? Une telle intervention a violé la charte de l'Organisation des États américains. Bon, on connaît que le Venezuela a quitté l'OEA effectivement à cause de problèmes sérieux. Mais la charte de l'OEA interdit ce genre d'intervention. Alors, toujours dans la même optique, ça, Maître Pierre-Antoine Louis, États-Unis mettaient en prime de 50 millions de dollars pour arrestation Nicolas Maduro. Est-ce que nous sommes capables de dire c'est un message politique ou du moins une stratégie véritable d'arrestation? Bon, ce sont les deux. Il n'y a pas proposé 50 millions de points. Sont une tactique qui compte marcher. Okay? Sauf que les réussites, personne ne connaît parce que pas parler d'où un tel de bonnes informations pour arrêter un tel, par exemple Saddam Hussein, et puis nous comme là. Donc, ils se rendent compte que pour eux, au niveau politique, ils veulent la tête de Maduro, en quelque sorte, la tête politique de Maduro. Pourquoi pas aussi le cadavre de Maduro, si c'est ça lié, si c'est ça au cas joindre. Donc, ils voulaient provoquer une rébellion, certainement dans la troupe au niveau du Venezuela, parmi les proches du président Nicolas Maduro, et dans l'estimation par eux, en plus, dans le monde, tellement il faut avoir une bonne raison pour faire ça. Et 50 millions, quand même, c'est alléchant. Donc, ils fait la surenchère, ils mettent montant dans un niveau qui t'a peut-être induit quelques aventuriers pour y aller trahir le président Maduro. Donc, c'est là où nous allons aller. Et deux, il faut admettre que les bagages ont un effet démagogique tout. Nicolas Maduro, que moi-même avons pas voulu, que Trump pas voulu, est le président du Venezuela. Nous avons une appréciation de loin, mais le Venezuela est un pays souverain. Et aujourd'hui, c'est Nicolas Maduro qui occupe le pouvoir exécutif au Venezuela. Tout comme Trump, il y a des gens, même des citoyens des États-Unis d'Amérique, qui pensaient qu'ils sont criminels, adjugés criminels 34 fois, qui au pouvoir, qui n'ont pas de légitimité pour le au pouvoir. Il y a des gens qui pensaient ça. Il y a des gens qui pensaient que les États-Unis ont fait du tort à certains pays. Est-ce que les États-Unis, est-ce qu'on président l'autre pays, Maduro, en tout cas, met un prime sur la tête du président Trump? C'est vice-versa. Tout à fait. Donc son bagage, on genre grossier, et le pour bagage ça suspendre. Les États-Unis fait tête en pile tort. Les États-Unis ont en passant 22 000 entités et individus sous sanction. Pas un pays au monde qui fait bagage ça plus. Bagay ça a décrédibilisé les États-Unis. Effectivement, est-ce que le président Nicolas Maduro a violé la loi au Venezuela? S'il fait ça, il ne pas fait, mais m'a pas analysé, il revient au peuple vénézuélien d'en tirer les conclusions. Ce n'est pas l'affaire de Donald Trump. Donc, on l'a fait, j'aimerais me dire, démagogie qu'a fait, mais effectivement, ils voulaient provoquer un bagaille avec les navires, ils voulaient intimider. Peut-être que ce sont des signes annonciateurs dont l'autre bagaille qu'ils ont envisagé, que ont fait, bien que pas quoi, les États-Unis voulaient aller là pour créer ce genre de crise. Une sorte de confrontation directe. Direct. Et je crois que dans un premier temps, si on a attaqué, il y a des gens autour de Maduro qui ont boumé. Justement, sur ce point, nous connaissons que Nicolas Maduro a mobilisé environ 4,5 millions de miliciens. Est-ce que c'est une réponse qui, comment tu as dit ça, qui est proportionnée par rapport avec ça que Donald Trump, je dis, à faire? En un mot, non. Président Nicolas Maduro n'a pas gagné la Cali, qui a contrecarré les États-Unis si les États-Unis voulaient le prendre. Il a caché dans la forêt, mais si vous voulez prendre par les Miraflores, vous voulez prendre Caracas pour jeter le président Maduro, les États-Unis ont moyen pour faire ça. Et le président Maduro n'a pas rien qu'à faire pour faire ça, pas fait. Parce que probablement la troupe au Venezuela est divisée. Probablement la troupe au Venezuela, la troupe professionnelle au Venezuela, comprennent que ils ont bouqué avec l'Obessa. OK, ils ont un même monsieur à l'école. Donc,
les chiffres paraissent vertigineux, mais ça ne signifie vraiment rien. Il y a un paquet de Vénézuéliens qui ne peuvent pas mourir pour le monde, qui prend le pouvoir depuis longtemps, qui fait des faits, qui change la constitution, qui fait des élections bidons, ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de Vénézuéliens qui ne peuvent pas mourir pour ça. Donc, cela étant, le Venezuela est un pays dans la région. Haïti et le Venezuela jouissent d'excellentes relations, normalement. On voulait croire que les esprits saints prévaudront aux États-Unis et que si il y a une façon pacifique qui a joindre pour traiter le dossier Maduro, qui en passant par un dossier pour les États-Unis pour le gérer, il ne revient pas aux États-Unis de dire qui doit gouverner le Venezuela, même quand Maduro a fait tout ça où il fait. Même quand Maduro t'a impliqué dans l'affaire drogue. Donc c'est au peuple vénézuélien de prendre sa décision par rapport au président. Tout à fait. Et il y a un aspect démagogique dans ça que les États-Unis ont fait. Alors, mais le danger est réel. Oui. Nous pral fini avec interview ça, mais avant comme dernière question, Maître Pierre-Antoine Louis, on dit que tu as gagné une confrontation directe entre États-Unis et Venezuela qui impacte que la gagne sur la région et notamment sur Haïti pour finir. Bon, et le Venezuela, il y a une estimation que la plus grande réserve pétrolière dans le monde se trouve au Venezuela. C'est un pays riche en pétrole. Industrie pétrolière là, extrêmement importante dans l'échiquier mondial. Ça a un effet sur le prix des carburants, ça a fait le prix des carburants augmenter. Mais autre que ça, Haïti n'a pas une coopération avec Venezuela aujourd'hui. D'ailleurs, un virage Haïti fait vers l'administration Trump. Parce que aujourd'hui, Haïti mettait le nom posture, côté Haïti totalement dépendant dans un pile domaine sur la politique des États-Unis, au point même de voter pour des initiatives des États-Unis contre le Venezuela, parce que les gens qui dirigent Haïti ont estimé qu'ils n'ont pas capable de faire ça et qu'ils ont peur blanc américain. Donc, dans l'immédiat, c'est plutôt ça. C'est le risque de la flambée des coûts du pétrole. Et puis du reste, bon, quand tout pays, Haïti a gardé l'Iwe Bagala, et même quand il y a une résolution au niveau de l'ONU, Jean-Haïti positionné le jour d'hier, ou pas t'étonner que Haïti soit abstenu, soit voté pour la position des États-Unis. Voilà ce qui referme cette interview avec Maître Pierre-Antoine Louis. Il était avec nous pour nous éclairer sur des points d'actualité. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Fonds national de l'éducation a annoncé mercredi un programme de 489 millions de gourdes pour réhabiliter 174 écoles en vue de la rentrée 2025-2026. Dans le Grand Nord, 58 établissements recevront près de 150 millions de gourdes. Le Grand Sud bénéficiera de 160 millions de gourdes pour 57 écoles. Le Sud-Est, 56 millions pour 16 établissements. L'Artibonite, 40 millions pour 13 écoles. La Grand'Anse, 27 millions pour 13 établissements. Et les NIP, 54 millions pour 17 écoles. Notons que les travaux concernent notamment les blocs sanitaires, le mobilier, l'électricité et les tableaux. La directrice du FNE, Sterline Civil, a rappelé que les fonds seront gérés sous protocole d'accord et que des rapports devront être remis dans un délai de 20 jours. Tout détournement sera transmis à l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. L'objectif, selon le FNE, est de garantir aux élèves des conditions d'apprentissage sûres et conformes aux normes. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Au moins 7 bandits tués dans une opération policière à Lincourt dans l'Artibonite. Une source proche de l'institution fait état de plusieurs policiers blessés légèrement au cours de l'intervention. Des dispositions ont été prises également pour renforcer la sécurité dans la commune de Gros-Morne après de récents assauts des gangs. Parallèlement à Pétionville, des vaudouisants ont marché pour la paix et la vie en Haïti. Le royaume vaudou d'Haïti appelle à la fin de la violence et à l'unité nationale autour du respect des droits fondamentaux.
Et puis les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont atteint un pic alarmant ces dernières semaines, avec le déploiement massif de navires de guerre américains dans les Caraïbes, justifié par Washington comme une opération contre le narcotrafic, impliquant le régime de Nicolás Maduro, accusé de diriger le cartel des Soleils. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Notre temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.